Institution nationale des droits de l'homme, GANRI, la rétrogradation de la CNIDH au statut B. Après plusieurs échanges pour expliquer à l'organe d'accréditation comment la CNIDH mène ses missions efficacement, ce dernier a décidé de recommander la rétrogradation de la CNIDH au statut B. Pour rappel, la CNIDH conserve son statut jusqu'en 2025 en vertu de l'article 18 de GANRI. Pour prendre cette décision, le sous-comité d'accréditation reproche à la CNIDH les allégations suivantes. Premièrement, la désignation du secrétaire du bureau de la CNIDH en violation des principes de Paris. Deuxièmement, le manque de collaboration avec le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Et troisièmement, la surveillance sélective des cas de violation des droits de l'homme à connotation politique. Quatrièmement, le manque d'efforts pour faciliter la coopération entre le Burundi et les mécanismes internationaux des droits de l'homme. Chers journalistes, voilà les questions sur lesquelles nous aimerions donner des informations détaillées sur la position de la CNIDH. Vive la coopération internationale, vive les droits de l'homme et ensemble, faisons avancer les droits de l'homme au Burundi. Je vous remercie. La première question qui a été posée par Francine de la radio Isanganiro, qui parle des journalistes emprisonnés, des personnalités politiques, ainsi de suite. Ça fait partie des questions auxquelles on devait répondre. Dans leur demande initiale, la CNIDH du Burundi a fourni des réponses sur un document de 64 pages. 64 pages, pourquoi? Parce qu'on devait détailler certains exemples clés des réalisations de la CNIDH en matière de protection par la CNIDH. Je vois qu'il y a quelqu'un de la radio Isanganiro qui a été bénéficiaire des services de la CNIDH. Je vois ici la radio Bonesha FM. Je vois ici la saisine de la radio BBC. Tout ça, ce sont des cas que la CNIDH a traités. Je pense que, étant journaliste, au moins vous êtes au courant de ces cas. Sinon, si vous le permettez, je vais même vous dire les noms. Je pense que ce sont des cas qui sont visibles. Pour dire que les évaluateurs, s'ils sont objectifs, ils devaient voir ces informations, venir chez vous dans les radios ou dans les journaux pour voir est-ce que la CNIDH vraiment a fourni un effort pour contribuer à ce que ces journalistes soient libérés. Voilà. Il y a pas mal, il y a la question qui concernait, par exemple, la société civile. Là aussi, on a montré exactement comment on a travaillé avec la société civile. Et pour bien le démontrer, on a même ajouté des captures d'écran sur les échanges qu'il y a eu. Donc, il y a des informations que vous devez soutenir avec des preuves palpables en rapport avec les réunions qui ont été tenues, avec les rencontres qui ont été faites, avec les décisions qui ont été prises, mais surtout avec les cas référés et pour lesquels on s'est donné un délai de 72 heures pour donner une réponse. Là, alors, ce n'est pas seulement les gens de la société civile, c'est aussi les journalistes, parce qu'il y a des responsables des médias qui ont saisi la CNIDH et qui ont vu un impact positif. Il y a les gens qui sont des partis politiques qui ont saisi la CNIDH et donc qui ont eu un résultat positif. Donc là, je pense que j'ai essayé de répondre à la question. L'autre question en rapport avec les obstacles, tu sais, les communautés, de plus vous avez beaucoup de personnes, de plus vous avez des comportements qui sont différents. Ça veut dire que même la compréhension du domaine des droits de l'homme ne peut pas arriver au même moment. On va continuer à enseigner pour que les gens comprennent c'est quoi les droits de l'homme, c'est quoi la valeur des droits de l'homme. Mais je vois que
on va continuer à faire. Le travail en matière des droits de l'homme, ce n'est pas quelque chose qui est statique. Donc, ça évolue avec le temps, avec les circonstances, mais nous, on va continuer à travailler. L'essentiel, c'est que la majorité de la population, même de l'administration, comprennent le pourquoi des droits de l'homme et l'importance que le Burundi a pour continuer à améliorer le climat des droits de l'homme. La question en rapport avec la possibilité de garder le statut. D'abord, concernant en rapport avec le statut de l'Alliance globale des institutions des droits de l'homme, on vous a signifié que le statut on le garde jusque vers mai 2025. On continue à opérer comme on était. Et deuxième, c'est qu'il y a d'autres options. L'option qui suit, c'est le recours, et on a déjà déposé le recours auprès du bureau de l'Alliance globale pour leur demander de lire objectivement les réseaux que nous avons avancés, mais aussi de consulter nos partenaires, parce que c'est étonnant, il se peut qu'on n'a consulté personne ici au Burundi, on n'a consulté aucune ambassade, que ce soit les ambassades de l'Union européenne, que ce soit les ambassades africaines, que ce soit les autres ambassades ou les représentations, même des institutions des Nations Unies. Les agences des Nations Unies, je pense qu'ils n'ont pas été consultées. Et la société civile ici au Burundi n'a pas été consultée. Je ne sais pas s'il y a un médium qui a été consulté. Ça, c'est un peu anormal. Parce que si vous avez des informations ici détaillées, vous avez l'obligation de consulter les personnes qui sont citées ou même les organisations qui sont citées. C'est étonnant parce qu'on a beaucoup de partenaires, mais parmi tous ces partenaires, aucun n'a été consulté. Ça, vous entendez qu'il doit y avoir un problème. Donc, première étape, faire le cours, on l'a fait, on attend le résultat. Et ce qui est étonnant, c'est que la majorité des institutions compatissent avec nous parce que, je ne sais pas si vous êtes informés, la CNIDH du Burundi était le modèle dans la région. C'est nous qui devions aller toujours former les autres. On était au Gabon, on était au Mali. Très récemment, on vient de terminer une formation de toute la commission de la République centrafricaine. On était au Cameroun. Et donc, ça se conçoit mal comment une institution comme celle du Burundi, auquel doit faire recours l'Alliance francophone des institutions des droits de l'homme pour les formations, auquel doit faire recours le Centre pour les droits de l'homme et la démocratie en Afrique centrale, auquel doit faire recours le réseau des institutions nationales des droits de l'homme au niveau africain pour les formations et pour le partage d'informations, puisse être rétrogradé au statut B, alors que c'est nous qui avons aidé tous ceux qui sont en train de retrouver leur statut A. Donc, ce qu'on nous demande, c'est seulement une analyse objective pour qu'on puisse lire les documents et pour les analyser objectivement et prendre une décision. Donc, c'est pour cette raison que nous avons soumis ce recours. Gateretse, qui parlait des mesures à envisager, je vous ai dit, d'abord le recours, et deuxième, revoir s'il n'y a pas encore autre chose à améliorer, mais je vous dis sincèrement qu'on est à un très bon niveau si on se compare aux autres institutions. Par exemple, vous allez parcourir toutes les institutions africaines, des institutions des droits de l'homme. Aucune institution n'est capable de produire son rapport et de le rendre public dans l'année qui suit. Nous, je pense que vous l'avez vu, chaque mois de février, on produit un rapport pour l'année précédente. Si je vous donne l'exemple de la commission du Cameroun, auquel on a donné le statut A, je vous dirais que son dernier rapport date de 2021. Donc, ils ont été incapables à produire un rapport et pourtant, on leur a donné le statut A. Donc, il y a quelque chose qui cloche et il faut qu'on analyse objectivement. Deuxième chose, allez parcourir les autres institutions. Vous n'allez pas trouver une institution africaine qui ose faire face à des questions, même publiquement, sensiblement politiques. Je pense que vous l'avez vu quand on s'est mis à l'œuvre pour suivre certaines personnes qui sont affiliées aux partis politiques. On n'a jamais cessé de faire le plaidoyer dans les cachots, dans les prisons. Et quelquefois, on a même émis des lettres qui sont très sensibles
au ministère, par exemple, de la Justice pour leur demander de prendre des actions. On a fait la même chose avec le ministère de l'Intérieur parce qu'on voyait qu'il y avait quelque chose qui cloche. On l'a fait la même chose pour dénoncer les cas d'irrégularité qu'on voyait auprès de la présidence de la République. Allez faire le tour, je sais que les journalistes se sont informés, auprès des autres institutions. On en a ici en RDC, on en a là au Rwanda, on en a au Kenya, on en a en Ouganda. Ce genre de rapport, vous n'allez pas les trouver. Et ce genre d'action, vous n'allez trouver nulle part. Et je pense que c'est pour cette raison que c'est la CNIDH du Burundi qui est toujours appelée pour aller enseigner les autres institutions. Et voilà. Jules Bercy d'Iwatch parle de la coopération avec les sociétés civiles en exil. À la CNIDH du Burundi, on l'a toujours dit, même à l'Assemblée nationale, je pense que vous avez suivi, on n'a jamais fait de discrimination en rapport avec la coopération. Chaque personne qui détient une information en rapport avec des allégations de violation des droits de l'homme est la bienvenue. On l'a fait avec n'importe quelle personne. Et il y a même des interventions que nous faisons et qui ont toujours abouti. Et ce que nous avons fait, c'est de donner des captures d'écran pour montrer les collaborations que nous avons entretenues et pour montrer aussi les résultats qui en sont sortis. Et je pense que même dans le rapport, je lisais, dans le rapport qu'ils ont dit, vous n'allez trouver nulle part où ils mentionnent une action que nous avons omise. Vous allez dire, on note que la CNIDH du Burundi a fourni des efforts pour faire ça, pour collaborer avec tel ou pour travailler avec tel. On l'encourage à continuer. Est-ce que vous pouvez encourager une institution qui n'est pas à l'œuvre? Ça, c'est une question qu'on se pose. Donc, si on parvient à noter et à accepter qu'il y a des efforts qui ont été fournis, donc là, je ne pense pas qu'il y a une façon de refuser. Mais l'essentiel, c'est que s'il y avait quelque chose qui cloche, on a le rapport ici, il devait le mentionner. Mais vous n'allez trouver nulle part un élément clé qui montre ici, dans ce domaine, vous n'avez pas travaillé, il faut que vous y travaillez. Je reviens avec le rapporteur spécial, parce que parmi les allégations se trouve le fait qu'on n'a pas collaboré avec le rapporteur spécial. D'abord, souligner que le rapporteur spécial est la personne qui n'a pas été acceptée par le gouvernement du Burundi. Malgré ça, nous avons fourni des preuves pour montrer que quelquefois, on lui a envoyé des rapports, on lui a donné certaines informations et que lui-même a inséré dans le rapport qu'il a produit. Donc, on a transmis toutes ces informations et on a demandé pourquoi est-ce qu'il peut changer ce rapport pour insérer les informations qu'on a soumises alors qu'il n'a pas reçu aucune contribution de la CNIDH. Donc, nous, si on décide de ne pas travailler avec lui, c'est parce qu'on voit que même ce qu'il dit, ce n'est pas la réalité. Donc, on a tout essayé. Si vous voulez, celui qui est intéressé peut venir. On va vous montrer même un document avec des track changes qui montrent quelles ont été nos contributions. Mais il n'a pas voulu reconnaître. Et c'est ces documents qu'on a soumis pour lui dire, même s'il dit ça, est-ce que toutes ces informations, ça revient de lui ou c'est pas? Donc, c'est pour cette raison qu'on a fait le recours, parce qu'on se dit, on a fait tout ce qu'il faut faire pour pouvoir collaborer avec toute personne sans distinction aucune. Le Burundi vient d'être élu à la tête du Conseil des droits de l'homme. D'abord, c'est une bonne chose. De plus, vous assurez la présidence d'une institution ou d'une commission comme ça. De plus, vous avez beaucoup de responsabilités en matière de droits de l'homme. Et de plus, les gens reconnaissent l'intérêt que vous avez envers le respect, la protection et la promotion des droits de l'homme. Là, on s'en réjouit. Je pense qu'au moins la CNIDH y a contribué. Parce que si on n'avait pas travaillé comme on avait fait, je pense que le Burundi ne pouvait pas être reconnu jusqu'à ce niveau. Qu'est-ce qu'on va en tirer? C'est d'abord faciliter la coopération en matière de la protection des rapports. Si vous êtes là et que vous présidez, vous ne pouvez pas être absent dans la production des rapports. Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, c'est qu'en matière des droits de l'homme, il faut qu'on privilégie les actions concrètes et qu'on essaie
ne pas passer à un autre. Je pense qu'étant à la présidence, on aura le cas d'évaluer objectivement tous les cas d'allégations de violation des droits de l'homme commis au Burundi. Et ça va permettre aussi à ce qu'on ait une autre contrepartie, parce que c'est nous qui toujours produisons des rapports en rapport avec les allégations de violation des droits de l'homme. Je pense que le Burundi et ses institutions vont aussi contribuer pour essayer d'améliorer là où il faut améliorer, et que ça ne sera pas toujours la CNIDH qui doit répondre de ces cas. Voilà. Quelles sont les attentes de la CNIDH pour faciliter le retour au statut A? On l'a déjà dit, je ne pense pas qu'on a besoin d'y retourner. Mais l'essentiel, c'est que nous, en ce qui nous concerne, on a fait ce qu'il faut faire. Mais comme le travail en matière des droits de l'homme, c'est un travail qui est continu, qui évolue avec le temps, on va continuer toujours à organiser des activités de sensibilisation, de promotion des droits de l'homme. On va aussi renforcer les activités de protection des droits de l'homme. Ça veut dire enquêter sur tous les cas qui ont été soumis à la CNIDH, mais aussi augmenter les visites prison et cachot, mais aussi augmenter notre plaidoyer dans notre rôle consultatif pour que le gouvernement puisse prendre des mesures concrètes, additionnelles, en rapport avec la protection et la promotion des droits de l'homme. Voilà. Monsieur le Président, vu la situation actuelle du pays, la vie que mène la population burundaise aujourd'hui suite au manque de carburant, surtout, et les prix qui montent, est-ce que à quoi peut penser la population? Quelle est la contribution de la CNIDH et quelle est votre position par rapport à la situation? Comme vous le savez, quand la situation économique est préoccupante, comme c'est le cas aujourd'hui, la CNIDH, parmi les missions, a aussi la mission de surveiller les droits économiques, socio-culturels. Et là, il y a des fois où on donne des recommandations écrites, il y a des fois où on donne des recommandations confidentielles, il y a même des fois où on donne des messages de personne à personne pour conseiller au gouvernement, dans son rôle consultatif, d'améliorer une telle situation et tant d'autres. Je pense que vous vous rappelez quand il y a eu l'arrestation de beaucoup de commerçants dans les marchés ici à Bujumbura, que la CNIDH a fourni un effort pour intervenir, mais aussi donner des conseils aux décideurs pour que ces gens soient libérés, mais aussi qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Il y a beaucoup de cas qu'on peut montrer ici et là, dans tout le pays, où le Burundi, où la CNIDH du Burundi a contribué dans ce domaine. Et je pense qu'on fait la même chose actuellement. Je dois souligner qu'avec la production du maïs que vous avez vu, qui a été à grande échelle, on a même essayé de conseiller au gouvernement qui doit prendre des mesures pour que la récolte qu'il y a eu puisse être achetée, parce que sinon ça risque de décourager la population burundaise et ça peut avoir un impact négatif pour la production de l'année prochaine. Donc chaque fois que de besoin, on donne des avis et recommandations au gouvernement ou aux personnes concernées pour améliorer les droits économiques, socio-culturels.